Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Donner des couleurs à la nature ne vous a jamais empêché de noircir des feuillets afin de nous apprendre, comme Voltaire, à cultiver des jardins beaucoup plus modestes que ceux que vous entretenez depuis tant d'années. Bonjour Alain Baraton. Bonjour Jacques Pessis. Écoutez, je vous accueille avec ce nouveau livre, Dictionnaire amoureux des arbres chez Plon, dont on va parler tout à l'heure. Mais on va parler de votre parcours quand même qui est exemplaire, votre passion des jardins qui est aussi là. Oh si. Oh, bah, quand on voit ce que vous avez fait, c'est exemplaire. Et on va le dire d'ailleurs à travers des dates comme d'habitude. La première que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 1er juillet 1976. Je crois que c'est votre arrivée au château de Versailles, mais à la caisse. Mieux, c'est ma date de naissance. Je suis vraiment né le 1er juillet 1976, après 3 années d'internat où j'ai beaucoup souffert, après 19 ans d'adolescence et d'enfance pas malheureuse, oui, mais où je n'ai pas réussi à m'épanouir. Et je suis caissier à Versailles, j'ai trouvé un job d'été, je fais payer les voitures, je découvre le domaine de Versailles, j'en tombe amoureux, mais j'ai vraiment le sentiment d'être né le 1er juillet 1976. Et comment avez-vous trouvé cet emploi, Alain Baraton ? Par le plus grand des hasards, je voulais être photographe, c'était vraiment mon rêve. Et j'ai fait une école horticole, pour ne pas oser dire non à mes parents, oui, qui au vu de mes résultats scolaires étaient véritablement dépités. Vous savez, on dit souvent, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Moi, je peux vous dire que je l'ai souvent entendu. Alors, quand je suis en âge de chercher un emploi, après avoir passé un BEP et un CAP, j'emprunte le vélo Solex de ma maman et vais dans la grande ville d'à côté, Versailles, pour découvrir, pour chercher un travail. Et je traverse le parc de Versailles et j'apprends qu'on recherche un caissier. Je suis rentré à Versailles en 76 et je n'en suis jamais reparti. Voilà, ce que vous n'imaginiez pas au départ, puisqu'effectivement, la photo, c'était votre rêve d'enfance. Vous vouliez être reporter autour du monde. Oui, tout à fait. C'était ma grande passion. Et quand j'ai accepté cet emploi de caissier à Versailles, je pensais objectivement y rester quelques mois, peut-être 1 an ou 2, guère davantage, pour ensuite pouvoir me livrer à ma passion, la photographie. Alors, vous êtes né, je crois, à la Celle-Saint-Cloud, près de Paris, oui, qui est presque la campagne. Je crois que il y a, parmi ceux qui ont vécu, il y a la marquise de Pompadour, Serge Reggiani, Marcel Cerdan, et puis même un rappeur qui s'appelle Giorgio qui a chanté la Celle-Saint-Cloud. Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle, et comme d'habitude, c'est le silence qui hurle, c'est tout ton armée. Vous vous rendez compte, la Celle-Saint-Cloud par un rappeur? Écoutez, je découvre, j'ignorais complètement. La Celle-Saint-Cloud, c'est un village qui est le village de mes grands-parents. C'est devenu une ville, bien évidemment. J'ai un frère, un élu de la Celle-Saint-Cloud, qui s'investit beaucoup pour l'organisation de sa commune. Et il est vrai que cette ville, c'est la mienne. J'y suis né. Et peut-être même que j'y mourrai, parce que j'aime cette ville, coincée entre les bois de Fosse-Repose, entre le parc de Versailles. L'autoroute aussi, il faut le reconnaître, mais j'aime beaucoup cette ville. Et l'album s'appelle Bleu Noir, c'était le premier album, et il avait des souvenirs de sa grand-mère qui habitait la Celle-Saint-Cloud, ce rappeur. Alors je ne vous cacherai pas que ma culture en rappeur est quelque peu limitée. Mais vous en avez d'autres, ça compense. Alors, la culture au départ, effectivement, l'école c'était catastrophique, c'est-à-dire que vous ne faisiez rien à la Baraton. C'était pas catastrophique, c'était bof. J'ai longtemps été bof, B-O-F, c'est-à-dire que c'était pas bon, mais c'était pas mauvais, c'était moyen, c'était limite. Voilà, mais en même temps, votre père, je crois qu'il était fonctionnaire à l'URSSAF. Alors, il était employé à l'URSSAF, il était ensuite agent payeur, mais j'étais le 5e d'une famille de 7 enfants, donc effectivement, ce n'était pas toujours facile pour mes parents de suivre mes progrès scolaires. Ils avaient aussi affaire avec mes 4 frères, mes 6 frères et sœurs. Oui, c'était du boulot. Alors, pour la culture personnelle de celles et ceux qui nous écoutent, l'URSSAF, qu'on connaît tous, ça a été créé en 52 pour soutenir les caisses de la sécurité sociale, pour régler tous les problèmes, et c'est à partir de 60 que vraiment cet organisme est né et se poursuit aujourd'hui. Et mon papa travaillait dans cet organisme très tardivement parce qu'il a dû travailler tard pour élever les petites qui sont nées quelques années après moi-même. Mon papa nous a quittés il y a bien longtemps, mais il m'a connu entrant à Versailles, il m'a connu devenir jardinier en chef à Versailles et je sais qu'il était fier de mon parcours et je suis toujours ému quand je pense à mon papa parce que si mon papa était avec nous aujourd'hui, je crois qu'il parlerait de son Versailles à lui. C'est lui qui, le premier, m'a fait découvrir Versailles, j'avais 14 ans. Oui, et il vous a fait aussi découvrir les jardins, car je crois que l'été, vous aviez une petite maison à Arcachon où il passait ses après-midi, Alain Baraton, votre père, à cultiver le jardin. Tout à fait, Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, nous étions nous du côté des pauvres, à Arès. Oui. Alors ceux qui nous écoutent à Arès doivent se dire comment ça les pauvres. Oui, à l'époque, Arès était considéré, je cite, comme le cul du bassin, c'est pas très joli. Mais effectivement, pendant que ma maman, mes frères et sœurs, nous allions faire trempette, mon papa ratissait son gazon, si on
on peut appeler ça un gazon, ramasser quelques feuilles, il jardinait. Et ça vous intéressait. Et pourquoi vous êtes-vous retrouvé donc au centre horticole d'enseignement et de promotion de Tremblay-sur-Mauldre, Alain Baraton? Parce que mes résultats scolaires sont vraiment pas à la hauteur. Il faut bien trouver un métier. Et ma maman connaissait l'ancien propriétaire des pépinières Tuileau. Ils font part de ma situation catastrophique. L'homme s'exclame, mais je connais une école qui recrute actuellement. Je passe un concours, je suis reçu et je pars donc pendant 3 ans au centre horticole d'enseignement et de promotion du Tremblay-sur-Mauldre, où je sortirai avec un CAP et un BEP. À moi la vie active, vous connaissez la suite. Exactement. Alors il se trouve que Tremblay-sur-Mauldre, c'est un endroit aussi célèbre parce que Omar Sy s'y est marié avec Hélène en 2007. J'ignorais encore. Pourtant, je m'intéresse toujours à la vie des villes et villages où j'évolue, mais je l'ignorais véritablement. Alors, finalement, donc vous entrez à Versailles et tout de suite, Alain Baraton, au bout de quelques mois, vous allez devenir aide jardinier stagiaire. Oui. Comment ça s'est fait? Alors, le jardinier en chef de l'époque, il s'appelait Choron. Et cet homme, qui était un homme extraordinaire, avait perdu un œil à la guerre. On l'appelait non-œil. Vous remarquerez l'intelligence de l'époque. Et donc, monsieur Choron me rencontre. Et j'ai toujours été persuadé, je me trompe peut-être, mais qu'il avait vu en moi peut-être le garçon qu'il aurait aimé avoir. Et cet homme s'est pris vraiment de tendresse pour moi. Et lorsque mes 2 mois de présence aux caisses se sont achevés, il m'a proposé un emploi d'aide jardinier stagiaire qui ne m'intéressait absolument pas. C'est pas très sexy comme emploi, mais pour me forcer la main, il me propose un logement. Vous avez 19 ans, vous êtes le 5e d'une famille de 7 enfants, vous rêvez d'indépendance, on vous propose un logement gratuit à Versailles, eh bien on dit oui. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, la passion du jardinage est née. La passion des arbres. Oui. Parce que dans un premier temps, voir des pelouses et les tondre, pourquoi pas? Voir des fleurs et les planter, pourquoi pas? Mais quand vous avez devant vous des chênes plusieurs fois centenaires, des sophoras, des platanes extraordinaires, des cyprès chauves, des cèdres, tous ces arbres qui sont contemporains à l'époque de Louis XIV, eh bien, je trouve ça extraordinaire. Et je me prends de passion pour le jardin, pour l'histoire du lieu, mais aussi pour les arbres. Et vous, qui ne faites rien à l'école, vous allez travailler comme un fou jour et nuit pendant des mois et des mois, Alain Baraton. Oui, parce que j'avais des vieux chefs d'équipe qui étaient sur le domaine, et je pense toujours, et je salue sa mémoire, Marcel Berton. Marcel Berton était le responsable des serres. C'était le jardinier tel qu'on se l'imagine encore. Un homme de forte corpulence, la casquette en hiver quand il faisait froid, le tablier bleu, bien évidemment, et toujours les mains dans la terre. Et cet homme était d'une culture horticole hors du commun. Et moi qui arrivais, j'avais 24 ans, je n'y connaissais pas grand-chose. Alors la nuit, ce que je faisais, je révisais par cœur telle ou telle plante produite dans les serres, et le lendemain, eh bien, j'allais parler de la plante pour l'impressionner. Je me suis rendu compte bien tardivement qu'il n'était pas dupe et qu'il avait compris le stratagème, mais il m'a fait croire qu'effectivement, il apprenait en même temps que moi. Et d'ailleurs, vous avez aussi appris à l'école les noms des plantes en français et en latin. Vous en conservez un mauvais souvenir, mais ça vous a beaucoup servi. Oui, c'était Monsieur Cazot. Je me rappelle de Monsieur Cazot, lui aussi, qui nous a quittés il y a quelque temps, malheureusement. Et Monsieur Cazot me disait que apprendre le nom des plantes par cœur était d'une grande utilité. Et je lui disais, mais qu'est-ce que ça peut avoir d'intérêt de connaître un nom latin? Savoir que le marronnier s'appelle Aeculus hippocastellum n'a aucun sens. Il me disait, taisez-vous Baraton et vous ferez le pitre un autre jour. Eh bien, 40 ans plus tard, même davantage, je suis aujourd'hui capable, je pense, de connaître tous les noms latins de tous les arbres poussant en France, et je n'ai qu'un mot à dire à Monsieur Cazot, merci monsieur, parce que grâce à vous maintenant, quand je rencontre un collègue japonais, anglais ou américain, nous parlons la même langue, nous parlons le latin, nous parlons la botanique. Voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez, je crois, remercié de vive voix, ce monsieur, lorsqu'il est venu au château de Versailles. Quelle émotion, mais quelle émotion. Quand 20, 30 ans après avoir quitté une école, vous avez un monsieur qui vient vous voir avec son épouse, qui est ému de vous retrouver, il se présente, et là, effectivement, c'est une très grande émotion, parce que je fais partie de cette génération où les professeurs, les directeurs d'école étaient vraiment respectés. Et cet homme, monsieur Cazot, qui de temps en temps se fâchait à juste titre contre nous, jamais nous n'aurions eu l'idée de lever la voix, ni même de menacer. Jamais, jamais, jamais. Et voir cet homme venir 30 ou 40 ans plus tard me voir, moi qui le craignais, et lui me disant qu'il était fier de moi, eh bien oui, on en tire une fierté, et on se dit que finalement, sa vie
je parle de la mienne, n'est pas totalement un échec. Finalement, j'ai pas si mal réussi que ça pour que de telles personnes soient aussi heureuses de me retrouver. Alors, il se trouve aussi que le métier de jardinier que vous exercez, Alain Baraton, a évolué. Il fut un temps où le jardinier était un paysagiste. Il y avait même des jardiniers on appelait les jardiniers 5 branches dans le temps. Oui, c'était les 4 branches. Ou peut-être ça, vous avez peut-être raison. C'était la grande mode, un peu comme chez les coiffeurs. Vous avez connu, vous aussi, l'époque des coiffeurs visagistes. Oui. C'est un petit peu excessif. Moi, quand je vais chez un coiffeur, j'aime bien me voir marqué coiffeur. Je me fous du visage, j'y vais pour les cheveux. Un jardinier est un homme qui travaille dans le jardin. J'ai pas la prétention, moi, en plantant 3 N, d'être un paysagiste. Donc, j'aime pas ces termes alambiqués. Appelons un chat un chat. Vous avez commencé votre préambule en citant Voltaire. Voltaire disait « Jardinier est le plus noble des métiers ». Alors, gardons au jardinier ses lettres de noblesse et appelons-le jardinier. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu le fameux concours qui a fait de vous un jardinier en chef. Vous l'avez passé à 24 ans. C'était pas évident. Oui, mais c'était comme une grille de Sudoku. Vous savez, vous avez une grille de Sudoku, la remplir n'a aucun intérêt. Mais quand vous avez réussi, vous êtes fier de vous. Vous y avez passé des heures, vous avez utilisé de la gomme, des papiers crayons et du feutre, mais ça y est, la grille est remplie. Eh bien, quand je me suis présenté à ce concours, j'y suis allé de la même manière que l'on remplit une grille. J'y suis allé avec mes crayons et je me suis dit, on verra bien. Donc, j'y suis allé assez décontracté, presque les mains dans les poches, sans réviser grand-chose, persuadé que j'allais me prendre, comme on dit, une veste. Eh bien, pas du tout. J'ai eu la chance d'être très bien placé dans le résultat final. C'était un concours national avec 3 postes vacants, l'un pour Versailles, le suivant pour Fontainebleau, le 3e pour Compiègne. J'ai eu la chance d'être premier à ce concours. J'ai choisi Versailles. Mais il est vrai que je n'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup révisé pour réussir ce concours. Non, mais il y a non seulement Versailles, mais il y a aussi le domaine de Marly-le-Roi dont vous avez hérité. Oui, en 2009. Oui. Un domaine particulier, parce que ce domaine est démuni de toute sa statuaire, il n'est plus que l'ombre de lui-même, mais j'aime bien. Il m'arrive d'avoir un avis tranché sur les restaurations. Est-ce que la restauration d'un jardin ne frôle-t-elle pas parfois la contrefaçon? Je me pose la question. Marly, c'est l'ombre d'un jardin qui fut éclatant sous Louis XIV, qui fut pillé sous Louis XVI, démoli à la Révolution et bien mal entretenu les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, Marly n'est pas en train de renaître de ses cendres, mais il a gardé cet aspect fantomatique. J'aime Marly en faisant en sorte que tout soit fait pour lui conserver son âme. Oui, et il y a la machine de Marly qui a servi à alimenter l'eau depuis la Seine de Bougival jusqu'à Versailles, qui coûtait une fortune puisque c'était un gouffre financier car le bois devait être entretenu. Elle a été détruite en 1817, mais elle a rendu plein de services. Elle a rendu des services, sauf aux gens qui habitaient à côté. Elle produisait un vacarme absolument épouvantable et les habitants de Marly avaient pour obligation, chaque fois qu'un morceau de bois venait à se détacher, d'aller le rendre immédiatement. C'était un cauchemar pour les gens qui habitaient à Marly, mais une prouesse technologique, faire monter l'eau à 162 mètres. Très honnêtement, chapeau l'artiste. Voilà. Et puis chapeau, car vous vous installez à Versailles, vous avez un appartement, vous allez habiter le château. Oui, et aujourd'hui encore, j'ai l'immense privilège d'habiter un logement qui, là, je vais vous faire comment dire, me maudire peut-être, mais quand Molière joue la comédie à Versailles, il n'y a pas d'appartement pour lui. Alors Louis XIV lui prête de temps en temps un appartement du côté de Trianon, l'appartement que j'occupe aujourd'hui. Ma chambre fut celle de Molière quand il séjournait à Versailles. Eh ben, il y a pire, effectivement. Et il y a eu des moments quand même difficiles. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 11 juin 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Baraton. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Baraton. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux des arbres chez Plon. Et puis les arbres, on en parle justement avec une date qui est une date terrible pour le parc de Versailles et pour la France. Le 11 juin 1997, il y a une mini tornade dans le parc. Vous vous en souvenez, Alain Baraton? Je m'en souviens parfaitement bien. Et je crois même que le nombre total d'arbres à terre était de 1872. C'est le chiffre exact que nous avions comptabilisé, en se rappelant qu'ensuite, il y en a d'autres qui vont être rajoutés aux dégâts. Versailles, ce n'est pas la première fois que Versailles connaît des éléments terribles. En 1871, une tempête déjà s'abat sur le domaine. Il y a eu le froid, il y a eu les sécheresses qui ont fait des dégâts considérables. Mais il est vrai que le vent a fait des dégâts incroyables.
parce que Versailles était autrefois régénéré tous les siècles, en moyenne, et que la mode écologiste, le fait de ne pas avoir les moyens de replanter, a fait que ces arbres ont grandi, ont vieilli, et n'ont pas été toujours remplacés comme ils auraient dû l'être. Alors il y a eu cette tempête qui a été un cri d'alarme à l'époque. Dans les médias, j'avais dit qu'il fallait réagir, je n'ai pas été écouté, on verra les conséquences quelques années plus tard. Oui, effectivement, mais en quelques minutes, ce sont des dizaines d'arbres qui tombent, des milliers de branches qui tombent, et il a fallu abattre des arbres, notamment devant le petit Trianon, ce qui était presque un crime à la Marathon. Tout à fait, et c'est toujours ce qui est très émouvant. Vous avez des arbres qui sont partis d'une graine, et au bout de 2 ou 300 ans, ce sont des monuments de bois devant vous, et on croit qu'en fait ils sont solides, on croit qu'ils résistent à tout. Eh bien non, ils sont fragiles, et j'ai toujours été frappé par le peu de racines des arbres arrachés. Quand ils sont à terre, qu'on les voit, les racines sorties du sol, eh bien ils font déjà peine à regarder, mais on se rend compte finalement qu'ils sont extrêmement vulnérables. Les arbres sont des êtres capables de vivre des milliers d'années, mais ils sont extrêmement fragiles. Et 2 ans plus tard, rebelote, je crois que le 26, 27, 28 décembre 1999, il y a eu 2 autres tempêtes. Une qui venait du Canada, qui s'appelait Lothar, une autre qui venait, qui s'appelait Martin, mais je me souviens de Paris pratiquement détruit, le bois de Boulogne, les arbres à terre, le moulin de la Galette qui a failli tomber à Montmartre, ça a été un cauchemar aussi. Ce fut une catastrophe nationale. Lorsque je découvre les dégâts dans le parc de Versailles le matin du 26 décembre 1999, il s'agit bien de la tempête Lothar, eh bien les dégâts sont incroyables. Je n'ai pas la télévision, vous vous doutez bien que les antennes ont toutes été dispersées par le vent. J'ai aucune idée de la situation en France. Il faudra que j'aille dans la voiture écouter la radio. Et j'ai appris que finalement l'ensemble du territoire national avait été touché par la tempête. Mais la communication de Versailles, peut-être le fait qu'à Versailles, on donne des noms aux arbres, a fait que nous sommes devenus, en quelque sorte, le symbole de cette terrible tempête en Europe. 18 500 arbres seront jetés à terre le 26 décembre. Il faudra, écouter bien, en abattre 33 000 supplémentaires les jours qui suivent. Jamais le parc n'avait connu un tel désastre. Et il faudra presque 20 ans pour panser le parc de ses blessures. Voilà. En même temps, il y a un chêne qui va résister, planté en 1680 à la Marathon, le chêne de Marie-Antoinette. Et lui, il va être détruit par la canicule. La canicule, mais c'est logique. Les arbres sont des êtres fragiles. L'arbre, il a l'habitude de vivre protégé du vent et du soleil. Lorsque les arbres autour de ce chêne ont été détruits par la tempête de 1999, l'arbre s'est retrouvé aux prises directes avec les rayons solaires. Et quand la canicule survient en 2003, eh bien, il meurt des conséquences de la première tempête. Et donc, là encore, le monde entier a salué la mémoire de ce vieux chêne qui a été exposé un peu tel un gisant devant le grand et le petit Trianon. Monsieur Hayek, le propriétaire et le patron des montres Swatch chez Breguet, décide de récupérer le bois pour en faire des coffrets pour orner des montres destinées au musée et va permettre, avec l'argent qu'il donne au petit Trianon, de restaurer celui-ci en totalité. Même après leur mort, les arbres de Versailles continue de permettre l'entretien de Versailles. C'est ça la magie des arbres à Versailles. Et je crois même que la souche est exposée devant le petit Trianon. Elle l'était. Nous l'avons mise dans un autre bosquet près du Grand Trianon parce qu'il est temps maintenant de passer à la vie. Nous avons exposé cette souche pendant 20 ans. Maintenant, j'aime bien l'idée également qu'on aille de surprise en surprise. Alors, l'arbre le plus vieux du domaine est âgé de 1670. Il vit non loin du Grand Trianon. Lui, il est debout en pleine forme. Et si vous allez derrière le Grand Trianon, dans le parc du Grand Trianon, en cherchant bien, vous découvrirez la souche de son cousin, de sa cousine, ou de son cousin, le chêne de Marie-Antoinette. À vous de le trouver. Voilà. Alors justement, quand il y a eu cette catastrophe, il a fallu faire des dons et je crois que grâce à des mécènes américains, beaucoup d'arbres ont pu être replantés. Alors on a beaucoup parlé des Américains qui ont beaucoup donné, mais ils ne sont pas les seuls. Les Suisses, les Anglais, les Allemands, les Japonais. Vinci a permis la restauration, par exemple, de la Galerie des Glaces. Je pourrais vous parler de Audemars Piguet qui a permis la restauration de la salle triangulaire du Petit Trianon. Dior, bien entendu, qui a permis la Maison de la Reine, la restauration de la Maison de la Reine. Je pourrais vous parler d'un partenariat avec le restaurant Le Plaza Athénée et Alain Ducasse, qui a permis la restauration de l'orangerie de la Petite Pépinière de Trianon. Non, il y a quantité de partenaires
français et étrangers, qui fait que Versailles aujourd'hui bénéficie de mécénat, j'allais dire, important. Et c'est heureux, parce que finalement, Versailles, ça appartient aux Français, ça appartient à l'humanité, et derrière le symbole de la monarchie, c'est surtout pour moi le symbole de ceux qui, avec leurs mains, ont été capables de produire des merveilles. N'oublions jamais que Versailles et ses jardins n'ont pas été construits par le roi, mais pour le roi. Alors saluons la mémoire des terrassiers, jardiniers, fontainiers, sculpteurs d'horreur, etc., etc. Alors la tempête a quand même eu, il faut le dire, un avantage. Ça a permis de transformer ce vieux jardin en un jardin moderne, Alain Baraton. Oui, mais il y avait quand même, je ne vous le cacherai pas, dans ce vieux jardin un petit peu vieillot, du charme. Moi, je me rappelle, quand j'ai débuté en 76, vous vous promeniez dans les jardins, à l'ombre des arbres, le ramassage des feuilles était fastidieux à l'automne, il y en avait des tonnes. Ce charme avait quelque chose de cet arbre de vieillissant. Et le parc de Versailles aujourd'hui n'est plus ce parc vieillissant que j'ai connu, il est loin de ce parc meurtri que j'ai pleuré en 1999. Il est en train de devenir beau. Je disais il y a quelques années, il est encore trop tôt pour dire qu'il est beau, il est prometteur. Ça y est, il commence à être beau, mais il continue d'être fragile. Le parc de Versailles ne s'entretient pas comme un square. Il faut qu'il conserve son âme, il faut qu'il continue à être ce qu'il a été, un lieu d'agrément, mais aussi un lieu de pouvoir, ne l'oublions pas. Voilà, mais il faut aussi savoir que les vieilles images de Versailles, on les retrouve dans des films de jadis, Guitry en a tourné notamment. Il faut savoir aussi que des émissions de radio au temps des dramatiques le soir étaient enregistrées quelquefois dans le parc du château de Versailles, par exemple à Molière, pour qu'on ait vraiment l'ambiance de l'époque de Louis XIV. Je vois dans vos yeux que vous regrettez la grande période de Marcel Tassencourt. C'était une merveille. Moi, j'ai vu tous les Racine, tous les Corneille dans la cour de marbre du Grand Trianon. C'était exceptionnel comme soirée. J'ai vu Roger Hanin venir jouer le bourgeois gentilhomme. J'ai vu un acteur connu courir nu à l'intérieur du Grand Trianon après avoir joué les Fourberies de Scapin. C'était la grande époque. C'était aussi, au moment où je suis arrivé, la période de Gérald de Vanderkemp, oui. Un conservateur incroyable qui avait déjà une stature hors du commun, une prestance impressionnante et un charisme fou. Donc il est vrai que Versailles a eu la chance de connaître des personnages, Gérald Vanderkemp ou Marcel Tassencourt, qui ont permis à ce lieu de briller de mille feux. Marcel Tassencourt qui a dirigé un théâtre célèbre à Versailles. Et je vois aussi dans vos yeux que vous êtes heureux, comme Brassens l'a chanté, auprès de votre arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Est-ce que vous savez ce que c'est cet arbre, Alain Baraton ? L'arbre de Georges Brassens, oui. C'est celui de l'impasse Florimont, qui était devant la maison où il a été hébergé par Jeanne à ses débuts, dans une misérable maison, et il y avait le chêne qui est toujours là. C'est ça le grand talent des artistes comme Brassens, être capable avec quelques mots de parler des arbres. Victor Hugo également parlait fort bien des arbres, mais il est vrai qu'un arbre, ce n'est pas, et je ne cesse de le dire, ce n'est pas qu'un bout de bois qui produit des feuilles. Un arbre, cela peut être le souvenir d'un grand-père qui l'a planté, ça peut être le souvenir d'un premier baiser, ça peut être également le lieu où l'on a accroché une balançoire pour les enfants. C'est ça un arbre, c'est un paradis à lui tout seul. Et puis Versailles aussi, grâce à vous, ce sont des fêtes champêtre, car il y a les grandes fêtes avec les stars qui viennent à l'Opéra ou dans la Galerie des Glaces. D'ailleurs, c'est au cours d'un dîner à la Galerie des Glaces que, pour Télé 7 jours, que Juliette Gréco s'est retrouvée à côté de Michel Piccoli et l'a épousé en 66. Mais écoutez, vu que nous en sommes dans le carnet rose, si vous le permettez, c'est également à Versailles, à l'Hôtel des Réservoirs, un superbe immeuble qui jouxte le parc et qui appartient au domaine, que Charles de Gaulle va oser demander à Yvonne sa main. Oui. Donc vous voyez que ce lieu vraiment se prête à l'amour. Voilà, et vous avez l'amour des arbres que vous avez appris à apprivoiser aussi. Oui, je crois que ce sont plutôt les arbres qui m'ont apprivoisé, mais il est vrai que quand on regarde ces arbres, quand on les regarde tendre leurs branches vers le ciel, quand on se dit qu'ils sont capables de porter à l'extrémité des centaines de kilos de bois sans avoir d'été, de fleurir, de fructifier, de vivre des centaines d'années, c'est quand même, avouez-le, assez extraordinaire. Prenez le temps, je vous le conseille vivement, Jacques, de vous arrêter devant un vieux chêne, de caresser son écorce et de fermer les yeux. Moi, je pense toujours à Walking Buffalo. C'était un Amérindien, il est mort en 1967, et il disait que les arbres ont quantité de choses à nous apprendre, encore faut-il prendre le temps de les écouter. Et il rajoutait, mais le drame avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Nous, on va prendre le temps de vous écouter en se retrouvant dans quelques instants avec une autre date, le 7 septembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Baraton.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Baraton. Tout à l'heure, on parlera de ce dictionnaire amoureux des arbres qu'en tant que jardinier, chef du jardin de Versailles, vous avez écrit chez Plon. Et puis une date, 7 septembre 2006, vos débuts à la télévision dans cette émission. C'est au programme. Eh bien, écoutez, vous m'épatez parce que je ne me rappelais plus de cette date. Je me rappelle bien sûr de l'événement. Quelques temps plus tôt, j'étais venu présenter un livre dans cette émission joliment présentée par Damien Thévenot et Sophie Davant. Et apparemment, ils avaient été assez satisfaits de mes prestations. Et quelques jours plus tard, j'ai un coup de téléphone de William Lémergie et de Sophie Davant qui me proposent de les rejoindre pour chroniquer le jardin tous les vendredis. L'émission a duré avec moi quelques années. Depuis, je fais équipe avec Maya Loquet et avec Thomas Hills. Et il est vrai que c'est donc mon entrée régulière à la télévision. L'occasion pour moi, peut-être, de me venger de André Le Nôtre. Et oui, il m'arrive d'être un peu, taquin. André Le Nôtre ne communiquait pas. Je le trouvais un peu égoïste. Et bien moi, contrairement à lui, moi qui n'ai pas son talent, j'en ai au moins peut-être un que lui ne possédait pas. Moi, je communique beaucoup plus. Alors, la télévision, vous ne pensiez pas en faire au départ. C'est un nouveau métier pour vous, Alain Baraton. Ce fut pour moi une découverte. Beaucoup de mes amis, se moquant de moi, ne cessaient de dire que j'avais un physique à faire de la radio. C'est pas très aimable, vous en conviendrez. Mais en fait, je ne pensais pas que le contact allait prendre. Eh bien si, parce que je crois que le jardin aujourd'hui est devenu une activité véritablement désirée. Le jardinier a trop longtemps eu pour image celle d'un vieillard avec une barbe, un chapeau de paille, des bottes, et en un mot, presque, je dirais pas un clown, mais limite. Et puis d'un seul coup, arrive une personne comme moi, qui arrive habillée normalement, qui parle normalement, mais qui a l'avantage par contre d'être, et là j'ose employer le qualificatif, un vrai jardinier. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir des ampoules aux mains. Oui, j'ai commencé ma carrière en ratissant les feuilles, en tondant les pelouses. Oui, je sais tailler les rosiers. Et quand on me demande de parler de jardin, eh bien, j'ai pris de la passion. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand vous avez comme interlocutrice, par exemple, Sophie Davant ou Maya Loquet, vous vous rendez compte que ces femmes, il n'y a pas plus moderne quand on les regarde, il n'y a pas plus, ce sont des femmes de leur temps, eh bien elles se passionnent pour le jardin et c'est du plaisir. Et je pense que Maya Loquet, Thomas Hills, Damien Thévenot ou encore Sophie Davant ont grandement contribué à faire du jardin ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une activité qui n'est plus seulement réservée aux retraités, aux oisifs, mais à tous ceux qui ont envie de plein air, de nature et de bonheur. Et vous êtes arrivé à Alain Baraton au moment où il le fallait parce qu'on commençait à parler d'environnement, de pollution, et les jardins ont pris de plus en plus d'importance. Quand vous arrivez en 2006, c'est le début. C'est vraiment le début, mais mes points de vue sur la pollution avaient commencé quelques années plus tôt, car en l'an 2000, très exactement, je suis sidéré par une vision surréaliste. Je suis dans les jardins avec le président de l'établissement public, la tempête vient de faire les dégâts que nous avons évoqués il y a un instant, et alors que des milliers d'arbres sont à terre, alors que des cadavres d'oiseaux gisent sur le sol par milliers, on voit une entreprise qui vient démoustiquer. C'est surréaliste. Le peu de vie qui reste encore à Versailles va être détruit. Et nous prenons la décision en janvier 2000 de ne plus mettre une seule goutte de pesticides à Versailles. Aujourd'hui, Jacques, quand vous allez à Versailles, rien n'est traité chimiquement. C'est quand même une grande fierté. Oui, et il y a eu des débats récemment, même à l'Assemblée nationale, autour des pesticides. Bien évidemment, comme quoi si Versailles est capable de se priver de pesticides, eh bien les autres professions devraient être capables de le faire également. Lorsque nous avons créé le potager de la Reine avec Alain Ducasse, nous avons créé le pari de produire un potager capable de fournir des légumes sans aucun adjuvant de quelque nature que ce soit. Même pas de bouillie naturelle, même pas de purin doux, rien. De la terre, une graine, de l'arrosage et du soleil. On est quand même capable de fournir le plus grand restaurateur de France en légumes et des légumes de qualité. Arrêtons maintenant d'enrichir l'industrie pharmaceutique, ou plus pas pharmaceutique, phytopharmaceutique. Voilà, vous avez employé un joli mot, de pesticides. Pesticides, un mot qui rime avec homicide, avec quantité d'autres mots, c'est pas joli comme mot. Non, en plus, moi je me souviens en Provence, voici quelques années, où ceux qui fabriquent de l'huile d'olive étaient consternés parce que des pesticides avaient empêché une récolte. C'était un drame. Mais bien évidemment, non, il faut travailler maintenant intelligemment.
Je ne jetterai pas la pierre sur le monde agricole qui a besoin parfois, malheureusement, de produits pour mieux cultiver et ils ont des familles à faire vivre. Mais quand on est dans un jardin, est-ce vraiment si important quand il y a quelques petites herbes qui traînent ça et là? Je n'en suis pas convaincu. Alors, j'en reviens à cette première chronique du 7 septembre 2006 dans ce programme. Alain Baraton, votre première chronique, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est sur les roses contrefaites. Oui, tout à fait. Parce qu'on parle toujours de la contrefaçon. On n'a aucune idée que les roses aujourd'hui font partie, j'allais dire, d'un patrimoine, qu'elles sont protégées au même titre que les droits d'auteur d'une chanson ou d'un livre. Et en fait, il y a quantité, c'est en Asie surtout, qui font des contrefaçons de roses. Je pense par exemple à la rose Pierre de Ronsard. Il y a quantité de contrefaçons. Et donc j'avais effectivement choisi ce sujet parce que je voulais montrer que le monde du jardin, c'est pas qu'un monde de gentils oui, c'est aussi le monde de la finance, le monde de la contrefaçon, le monde parfois de la délinquance. Donc, de temps en temps, il est bon de montrer l'aspect un peu sombre de ma corporation. Oui, et quelqu'un qui s'est servi de son argent pour vivre sa passion des roses, c'est Louis de Funès, car on le sait peu, mais entre deux films, il dépensait un maximum d'argent pour entretenir les rosiers du château familial. Tout à fait, et il avait une rose couleur jaune, et c'est merveilleux parce que le jaune est ma couleur préférée dans le jardin, et même si je vous déconseille vivement d'offrir à une femme un bouquet de roses jaunes parce que vous déclarez à celle-ci vous êtes volage, ce n'est pas très élégant. C'est pas terrible, oui. Toujours est-il que la rose jaune est à mes yeux la plus belle. Et quand il m'a été proposé d'avoir une rose à mon nom, moi aussi, comme Louis de Funès, j'ai choisi une fleur jaune. Et un rosier porte effectivement aujourd'hui le nom de Louis de Funès. Alors, en revanche, les rosiers vont être à l'origine d'une polémique que vous allez déclencher, Alain Baraton, sans imaginer ce que ça va entraîner. Vous parlez certainement de la taille des rosiers. Pendant très longtemps, on m'a inculqué comment tailler un rosier. Alors, si vous le permettez, je vais vous redonner un petit cours très rapide de jardinage. Dans toutes les écoles, dans tous les manuels scolaires, on vous dit qu'un rosier buisson doit être taillé à 3 yeux, l'œil étant un bourgeon, que l'œil, le dernier, devra être sur l'extérieur, qu'il faut limiter le pied à 2 ou 3 tiges, qu'il faut tailler en biseau. Enfin, voilà la technique. Et je vais en Angleterre, je rencontre David Austin, qui est quand même le pape de la rose anglaise. Et je le vois tailler ses rosiers, ses champs de rosiers au taille-haie à moteur. Je dis, cet homme est devenu complètement fou. J'achète un livre publié aux éditions Larousse sur les roses anglaises, et il est conseillé par la très sérieuse Société royale des roses britanniques de tailler au plus court au taille-haie électrique. Il suffit de réduire simplement d'un tiers le rosier. Je n'en crois toujours pas mes yeux. Je vais donc voir André Ève, rosiériste émérite, malheureusement lui aussi, aujourd'hui disparu. Et je lui dis, mais André, qu'est-ce que tu penses de l'information? Il me dit, je sais, c'est ce que je fais aussi. Je dis, pourquoi tu ne le dis pas sur les étiquettes? Il dit, si je dis que je taille ainsi, on se moquera de moi et on pensera que je suis devenu fou. Mais effectivement, pour tailler les rosiers, ne vous embêtez pas. Vous prenez un taille-haie, vous réduisez des 2 tiers, ça prendra 2 secondes et c'est fait. Voilà. C'est autre chose. Et puis les roses, il y a aussi des chansons. Il y a l'important, c'est la rose, bien sûr, mais il y a aussi cette chanson traditionnelle du XVIIIe siècle sur le thème de l'amour volage. Vive la rose et le lilas, je ne sais pas pourquoi. Vive la rose et le lilas. Alors si j'ai choisi cette chanson, Alain Baraton, c'est parce que Guy Béart avait un arbre chez lui, à Garches, qu'il appelait Ferdinand, et tous les matins, au réveil, il parlait à son arbre, il lui racontait ce qu'il disait pas aux autres, et quand il était de mauvaise humeur, il détournait la tête pour ne pas le froisser. C'est très drôle, et Guy Béart, que je ne connaissais pas, le lendemain de la tempête de 1999, m'avait écrit une lettre délicieuse. Il avait pleuré en voyant les images de Versailles, et il voulait me faire part de son chagrin. C'est ça qui est extraordinaire. Tout à l'heure, nous parlions de mon arrivée à Versailles. Je ne pensais jamais dans ma vie que des personnalités comme Guy Béart m'écriraient un jour. Je ne pensais pas qu'un jour je dînerais avec la reine d'Angleterre et que j'aurais l'immense plaisir d'être, par exemple, décoré par le président de la République en personne. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'heureux et j'espère de positif. C'est que le monde du jardin, eh bien, est un monde merveilleux qui peut vous porter parfois là où vous ne vous y attendez pas. Voilà. Et parler aux arbres, ça vous paraît anormal, Alain Baraton? Mais non, parce que moi-même, je leur parle. Alors, m'écoute-t-il? Je n'en suis pas sûr. Mais comment rester muet devant tant de beauté? Quand vous êtes au Petit Trianon, par exemple, et que vous avez sous les yeux le sophora voulu par Marie-Antoinette, quand vous savez que les graines sont arrivées directement d'Asie, qu'elles ont été plantées
dans la pépinière de Louis XV, planté sous les fenêtres du Petit Trianon pour que Marie-Antoinette en profite. Et que cet arbre, aujourd'hui encore, est au meilleur de sa forme, comment voulez-vous ne pas être ébloui? Et comment voulez-vous ne pas lui donner un petit bonjour quand vous passez le matin à son pied? Donc, je ne parle peut-être pas aux arbres au point d'en faire des conversations, mais je les salue très régulièrement. Et puis ce passé est suffisamment présent pour préparer le futur. Tout à fait, d'où la pépinière que nous avons créée, avec des boutures, des graines de ces arbres admirables, pour que si demain ce vieux sophora dont je viens de vous parler venait malheureusement à nous quitter, il sera remplacé par son descendant direct. Alors parmi vos activités, Alain Baraton, un jour à Versailles, vous avez planté 1857 pieds de vigne, oui, qui ont donné une cuvée, mais une cuvée unique que je crois qui vaut très cher. Non, on aurait aimé qu'elle vaille très cher. Nous étions partis dans l'espoir de faire la cuvée la plus chère du monde. Oui. Nous avions la promesse à ce sujet que notre cuvée Château de Versailles serait inégalable. Il l'était, mais en aigreur. Ce qui veut dire que ce vin était d'une qualité plus que douteuse. Et nous nous sommes rendus compte que n'est pas viticulteur qui veut. Alors, je suis jardinier. Nous avons donc changé la vigne. Aujourd'hui, nous produisons un vin, non pas un vin, mais du raisin de table. Mais ce vin que nous avions mis dans des bouteilles Marie-Antoinette, nous espérions vraiment en tirer une fortune. Nous avons eu beaucoup d'espoir. Malheureusement, l'espoir n'a pas été transformé. Remarquez, à Montmartre, il y a une cuvée de Montmartre qui n'est pas terrible non plus, qui est donnée plutôt que vendue dans des circonstances particulières. C'est à peu près la même chose. Oui, mais c'est anecdotique. Et ça fait partie des moments de fête. La cuvée de Montmartre, j'ai eu la chance d'en goûter. C'est l'occasion, surtout une fois par an, de faire la fête. Et puis, elle est quand même insérée dans le paysage de la Butte à Paris. Elle fait partie du décor. Elle y a donc toute sa place. La vigne de Versailles avait quand même pour parrain Francis Ford Coppola. Oui. Ce n'est pas rien. Voilà. C'était une petite touche amicale. C'était à l'époque avec deux hommes, avec le regretté Jean-Pierre Coff et avec Éric Orsena. Oui. Nous avions eu l'idée de planter une vigne pour produire du vin et ensuite nous aurions loué une camionnette et nous serions partis échanger un peu partout notre château de Versailles contre les plus grands crus français. Malheureusement, notre vin est si mauvais que nous avons dû abandonner. Ça peut arriver. Alors, en revanche, quelque chose qui a bien marché, c'est que vous avez réécrit la Bible de votre adolescence, la Bible du jardinage de votre adolescence, Alain Baraton. Oui, mon grand-père a il me faudrait une journée entière pour parler de mon grand-père. Émile était un homme délicieux. Et Émile avait, à la Saint-Cloud, un potager d'une beauté incroyable. Et j'aimais bien, quand j'étais gamin, aller le voir dans son jardin. Et il avait un livre qui le guidait dans ses pas. C'était Le Bon Jardinier, l'édition de 1922 pour être exact. Et moi, j'étais fasciné que mon grand-père puisse utiliser cet ouvrage. Moi qui pensais qu'il savait tout, et pourtant il avait besoin de cet ouvrage. Et il y a quelques années, j'ai eu l'idée avec Flammarion de reproduire cet ouvrage. Je ne m'attendais pas à ce succès, 18 000 exemplaires vendus en 3 semaines à peine. Donc j'ai retrouvé l'ouvrage de mon enfance et j'ai même réussi à le faire rééditer pour que d'autres que moi en profitent. Et que d'autres profitent de l'avenir, notamment en apprenant les règles de l'environnement à nos enfants, car ça c'est essentiel pour vous. Comment voulez-vous qu'un enfant aujourd'hui qui voit à Paris, à Bordeaux ou ailleurs des arbres coupés pour des raisons parfois futiles, comment voulez-vous que cet enfant soit sensible sur la déforestation en Afrique ou en Amazonie? Non, apprenons aux enfants dans les leçons de choses à reconnaître les plantes, apprenons-les à respecter les végétaux, et puis ça donnera peut-être envie aux futurs électeurs de se positionner pour les arbres. Est-il normal qu'aujourd'hui, les plus beaux arbres de France, les plus vieux arbres de France ne soient pas protégés? C'est quand même complètement fou. Donc j'espère qu'un jour, la prise de conscience des enfants permettra de changer ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Les arbres, on va en reparler avec une autre date, le 12 mai 2021, dans quelques instants sur Sud Radio avec Alain Baraton. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Baraton, donc 12 mai 2021, sortie de ce livre que j'ai cité, le dictionnaire amoureux des arbres chez Plomb, une déclaration d'amour aux arbres de votre vie. Oui, c'est Jean-Claude Simoën qui a eu l'idée et l'envie de me faire écrire cet ouvrage. J'ai tout de suite accepté, il m'a fallu beaucoup de temps pour rédiger les 440 pages. Je dois avouer que l'éditeur a eu beaucoup de patience. Je n'ai eu que 4 ans de retard pour rendre le manuscrit, mais j'ai pu enfin exprimer
couché sur le papier toute ma passion pour les arbres. Quand je dis que les arbres doivent être défendus, c'est qu'il y a des raisons de les défendre pour leur beauté, leur manière de vivre, leur comportement, leur diversité, ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils nous offrent. Le monde des arbres est un monde incroyable, il est extraordinaire et j'ai enfin pu réunir dans un même ouvrage tout ce que je crois savoir sur les arbres. Oui, et qui évolue sans arrêt parce qu'un arbre assure la pérennité de son espèce et agrandit petit à petit sa zone d'implantation. Alain C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'un arbre a une obsession, une seule, assurer une descendance. Je vous cite un exemple simple. Le pommier. Le pommier, s'il laissait tomber à sa base la graine, celle-ci risquerait, en devenant adulte, de lui faire de l'ombre. Mieux, le petit ânette bénéficierait peut-être de manque de lumière ou de manque d'eau pour bien se développer. Le pommier a quand même eu l'intelligence, il y a très longtemps, d'enrober le pépin d'une substance sucrée et juteuse qui encourage l'être humain ou l'animal à venir prélever la graine et aller la manger à l'abri d'un autre arbre. Donc il déplace le pépin et l'éloigne du tronc. Observez le cocotier qui pousse en bord de plage. Quand il est en bord de mer, il penche au-dessus de l'eau dans l'espoir que la noix tombe dans l'eau, aille flotter jusque sur une île lointaine. C'est extraordinaire, cette manière qu'ont mis les arbres à se développer pour assurer au mieux leur descendance. Et vous parlez, Alain Baraton, de la grandeur des arbres plutôt que de leur taille. Écoutez, quand un arbre est capable d'atteindre 115 mètres, c'est la hauteur du plus grand séquoia. Quand on sait que cet arbre n'était pas le plus grand du monde, j'ai un trou dans un eucalyptus, pardonnez-moi, qui vivait en Tanzanie, a été lui coupé alors qu'il en faisait à peu près 120 mètres par un forestier dans les années 1900. C'est fou. Là, aujourd'hui, l'arbre le plus haut du monde, 115 mètres de hauteur. Vous imaginez cet arbre, cette beauté, cette résistance. Je trouve ça extraordinaire. Oui, alors il y a des arbres de toutes sortes que vous évoquez, et il y a ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît moins. Alors finalement, celui qu'on connaît tous, c'est le chêne vert. Curieusement, qui a une particularité, c'est-à-dire qu'au féminin, ça s'appelle l'aubépine. Non, pardon, au féminin, il s'appelle la yeuse. La yeuse. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a que deux arbres, à mes yeux, qui soient vraiment féminins. Enfin, il n'y en a qu'un d'ailleurs, l'aubépine. Je ne connais pas d'autres arbres qui soient féminins dans l'appellation, excepté peut-être avec le chêne vert qui, au féminin, comme vous le dites très justement, est appelée la yeuse. Pourquoi? C'est bien difficile à expliquer, mais le nom des arbres souvent nous indique leur origine, nous indique quantité d'éléments. On en revient à Monsieur Cazot, qui avait bien raison quand il me parlait du Quercus ilex, l'autre nom du chêne vert. Eh bien, j'étais capable de mieux comprendre pourquoi l'arbre s'appelle ainsi. Et puis le chêne, ça fait penser au chêne qu'on abat de Malraux et à ce dessin de Jacques Faisan quand Charles de Gaulle est mort et qui a marqué l'histoire et qui vous a marqué, Alain Baraton. C'est un dessin exceptionnel. Imaginez que Faisan a eu le génie de représenter la mort du général simplement en dessinant un arbre, racine soulevée et Marianne qui pleure sur le tronc. Ce dessin suffisait à annoncer la mort du général de Gaulle. C'est exceptionnel. Donc effectivement, les arbres font partie de notre quotidien, le chêne en particulier. C'est le chêne qui annonce la mort du général de Gaulle, c'est le chêne qui orne de par ses feuilles le képi des généraux, c'est le chêne que l'on retrouve sur la Légion d'honneur, c'est dans le chêne que les druides allaient cueillir le gui sacré. Non, le chêne est un arbre indispensable, très important dans la culture française. Et dans la culture québécoise, c'est plutôt le bouleau qui est un emblème. Oui, tout à fait. Là encore, je vais vous raconter une petite anecdote sur le bouleau parce que je trouve cette histoire absolument folle. Vous avez une chenille qui se régale des feuilles de bouleau au Canada. Alors quand elle arrive sur le bouleau, elle n'est pas toute seule, elle vient avec toutes ses copines, il y a du monde. Et pour éviter d'être mangée par les oiseaux, elle s'entoure d'une carapace qu'elle fabrique avec des brindilles. En un mot, elle se fait une petite coque de protection et se déplace avec. Comme ça, elle est tranquille, les oiseaux ne la voient pas. Mais il y a un problème, voyez-vous. Quand un insecte arrive et qu'il voit la petite chenille, lui, il a le temps de dépioter la protection et de la manger. Alors que fait notre chenille? Elle se met à bouger son corps. En bougeant son corps, elle fait frémir la feuille. Toutes les chenilles de l'arbre, au même moment, font le même geste. Et l'arbre se met tout à trembler. Les oiseaux, quand ils voient l'arbre trembler, arrivent en nombre, ils se posent, ils voient l'insecte qui est là, qui est dangereux pour la chenille. Ils ne voient pas la chenille et ils boulotent l'intrus. C'est quand même extraordinaire que des chenilles aient été capables de mettre en place une stratégie, pour se protéger des oiseaux, mieux de les faire bouffer les ennemis par ces mêmes oiseaux.
Oui, ça fait réfléchir sur la société en même Mais temps. nous sommes bien d'accord. Alors, à la Marathon, il y a aussi un arbre qu'on offre de plus en plus aujourd'hui, et vous en parlez dans ce dictionnaire amoureux des arbres, c'est le bonsaï. Je crois qu'il y en a à Versailles qui ont été offerts par l'empereur du Japon. Alors, c'était une collection qui avait été présentée. J'avais rencontré le jardinier en charge de la collection impériale, et je me rappellerai toujours de ma discussion avec lui. Discussion bien entendu traduite, et il me disait que pour entretenir au mieux un bonsaï vieux de plusieurs centaines d'années, il fallait, avant toute intervention, fermer les yeux, respirer profondément, et quand vous ouvrez les yeux, ce n'est pas l'arbre qui est petit, c'est vous qui êtes un géant. C'est la philosophie du bonsaï japonais. Bonsaï qui vient d'ailleurs du japonais, qui signifie arbre en pot. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de bonsaï à Versailles, quoique les orangers en caisse sont en quelque sorte des arbres nanifiés. Mais j'ai vu effectivement la plus belle collection de bonsaï au monde présentée dans l'orangerie de Versailles. C'était en 1977 ou 78. Ça ne nous rajeunit pas. Oui, et d'ailleurs, vous avez eu le privilège de parler à l'empereur du Japon directement. Au Japon, on n'a pas le droit de lui parler directement. Je Tout sais pas à si vous fait. savez. Mais quand il vous pose une question, vous devez quand même de lui donner un petit renseignement. Donc je lui ai répondu d'un mot simple, d'un mot d'une politesse. Voilà, de politesse. Je n'ai pas conversé avec lui, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, oui. Vous parlez des orangers aussi à la Marathon. Il y a une tradition qui fait que lorsque quelqu'un est en prison, on lui dit on va vous apporter des oranges. Vous l'expliquez? Mais oui, ça aussi, je me suis toujours demandé pourquoi l'orange, qui était un fruit autrefois précieux. Je vous parlais tout à l'heure de Jean-Pierre Coff, qui me disait lui-même que enfant, il avait pour cadeau à Noël une simple orange, donc c'était quelque chose de précieux. Alors pourquoi cette histoire d'offrir des oranges aux gens qui sont en prison? Eh bien, on en est à la fin du 19e siècle. Les étudiants d'une école d'architecture manifestent comme le veut la tradition tous les ans. C'est une fête, une manifestation festive. Et parmi les manifestantes, 2 ou 3 jeunes filles, quelque peu dénudées, un peu les fémènes d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour bien comprendre. Et parmi elles, Sarah Brown. Et cette jeune femme, Sarah Brown, est interpellée car elle est dénoncée par le sénateur Bélanger, appelé le père la pudeur. Et elle est arrêté et mis en prison. Et un journaliste du Figaro se prend de passion pour cette jeune femme et lui dédie un poème. Pauvre Sarah Brown, pauvre petit ange, si demain on t'emprisonne, alors j'irai te porter des oranges. C'est uniquement parce que le seul fruit qui rime avec ange, c'est orange. C'est magnifique. Et puis il y a une chanson aussi que vous évoquez dans ce livre, Alain Baraton, une chanson que le monde entier connaît. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes d'Yves Montand, qui a une histoire aussi. En fait, que lorsqu'elle quitte Yves Montand, Édith Piaf décide de l'aider. Elle appelle Marcel Carné et lui demande d'engager Yves Montand débutant dans son film Les Portes de la Nuit. Film d'ailleurs qui est un échec, que les critiques appelleront Les Portes de l'ennui. Et dedans, il y a les feuilles mortes. Ça ne marche pas du tout. Montand la chante pendant 4 ans en public, aucun succès. Et puis un jour, ça démarre, on ne sait pas pourquoi. Et c'est devenu un succès mondial. Et il est vrai que cette chanson est vraiment belle. Même si je crois que les feuilles mortes ne se ramassent pas avec une pelle. Oui, mais les feuilles mortes, justement, et vous le dites encore une fois, protègent les arbres, les cyprès en particulier. Tout est merveilleux, tout est merveilleux. La petite graine tombe du fruit de l'arbre en automne. Les feuilles mortes vont ensuite sur la petite graine tombée au sol faire un petit tapis qui va protéger la graine du froid et de la neige. Tout a été prévu, tout est merveilleux. Et vous évoquez aussi votre enfance dans ce livre, Alain Baraton, avec le journal de Mickey et une rubrique qui s'appelait Le Saviez-vous? J'adorais. C'était des dessins couleur sépia et il y avait saviez-vous que ceci, saviez-vous que cela. Eh bien, j'ai eu envie, moi aussi, d'épater le lecteur en lui donnant quantité de renseignements sur la plus grosse graine du monde. C'est le coco-fès, par exemple. Et on a longtemps cru que le coco-fès provenait d'un palmier qui poussait dans l'eau, parce qu'on n'en avait jamais vu à terre. Donc j'aime bien de temps en temps le saviez-vous. Donc j'ai voulu également, dans l'ouvrage, faire en quelque sorte du saviez-vous. Oui, et le saviez-vous de votre enfance, c'était le cacaoyer, je crois. Oui, parce que le cacaoyer, à quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est une plante grimpante? Est-ce que c'est un arbre? Le thé, saviez-vous par exemple que le thé est produit à partir des feuilles séchées d'une variété de camélia? Il y a quantité de choses à apprendre. L'orchidée est une variété que la vanille, pardonnez-moi, est une variété d'orchidée. Le monde végétal est extraordinaire. Saviez-vous par exemple que les billets verts américains, les dollars, aujourd'hui sont teints avec la sève d'un palmier, un palmier qui pousse au Mexique?
Mexique. Avouez qu'il est quand même amusant qu'on ait construit un mur qui sépare les États-Unis du Mexique et que ce mur a été payé avec un palmier, du moins la sève de ce palmier, pour empêcher les producteurs de cette sève de venir aux États-Unis. Tout est lié. Donc je voulais en parler souvent avec humour, car j'ai voulu faire de cet ouvrage un ouvrage positif. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de malheur, il n'y a que du bonheur dans l'ouvrage. Et savez-vous, Alain Baraton, que lorsque le journal de Mickey est né, Walt Disney avait son accord sur une carte de visite à Paul Vinclair, car il n'y croyait pas du tout. Il pensait qu'en France, ça ne marcherait jamais. Et il a été très surpris du succès de ce journal. Eh bien moi, je vais vous épater encore davantage. Saviez-vous que quand vous regardez attentivement la carte de Versailles ou que vous regardez Versailles vue du ciel, on y voit clairement le profil de Mickey. Eh bien voilà, c'est tout à fait logique. Alors il y a aussi des maximes que vous évoquez dans ce livre, des maximes vraies ou fausses, Noël au balcon, pas cotisons, ce qui est faux, ou en avril ne te découvre pas d'un fil qui est vrai. Oui, j'avais envie de parler de la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout bas prend racine. Il y a quantité de dictons qui, à défaut d'être vrais, sont charmants. Mais c'est vrai que j'ai voulu parler de quelques citations. Alors, tout est gai dans l'ouvrage, mais de temps en temps, je fais aussi un petit peu dans l'humour noir. Quand Pierre Doris écrit, par exemple, « C'est beau, un cercueil dans c'est beau, un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. » Évidemment, c'est épouvantable, mais je trouve ça tellement beau. J'avais également cité dans mon dictionnaire amoureux des jardins une autre citation de Raymond DeVos. Il disait « Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. » Voilà, je trouve ça merveilleux. Donc, j'ai fait également la tournée de toutes les citations au niveau qui ont pour trait, pour rapport les arbres. Voilà. Et puis vous rendez un hommage à un humoriste que vous affectionnez, qui est Gottlieb. Il y a un dessin de la rubrique Abrac qui est célèbre, où Newton reçoit une pomme sur la tête. Et la rubrique Abrac est née d'ailleurs par hasard, parce que les dingos dossiers avec Goscinny se terminant, il a fallu faire quelque chose. Donc c'est devenu la rubrique Abrac. Marcel Gottlieb est à mes yeux le plus grand dessinateur de bande dessinée de tous les temps. Hein. Alors quand on parle de Marcel Gottlieb, certains qui nous écoutent se disent « Mais qu'a-t-il dessiné ?» Guéluron, c'est lui. Super Dupont, Perverse Pépère, c'est extraordinaire, la rubrique Abrac. Et c'est vrai que quand on le voit dessiner Newton, qui passe son temps à se prendre une pomme, moi-même j'ai longtemps cru que Newton s'était pris une pomme sur la tête. L'histoire, la véritable histoire de Newton n'est pas tout à fait la même. Non, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas avec Gottlieb ça marche. Et puis aujourd'hui, vous continuez non seulement à vous occuper de Versailles, de Marly, d'autres lieux, de faire des livres, mais en même temps vous faites des conférences, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas comme on fait plus la radio et la télévision. Oui, mais c'est le bonheur. J'ai envie de parler, j'ai envie de rencontrer des gens. Vous savez, quand j'ai commencé mon métier, j'avais 18-19 ans, c'était pas très glamour. Et j'aurais aimé plaire aux filles, j'aurais aimé éblouir autour de moi. Mais je n'étais qu'un jardinier. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes gens vraiment superbes qui viennent me demander conseil, je suis assez heureux. Et quand je parle de jardin à des assemblées d'auditeurs, quand je vais dans les maisons de retraite et que j'ai devant moi 100, 150, 200 personnes âgées qui me regardent comme si j'étais le Messie, eh bien c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et je vous assure qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Covid, on parle de guerre, on parle de sport, on parle de politique, on parle de sujets qui parfois peuvent fâcher. Quand on parle du jardin, c'est fédérateur, on ne se fâche jamais. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes devenu, si j'ose dire, une grosse légume, grâce au Jardin de Versailles. Et ce dictionnaire amoureux des arbres que vous publiez chez Plon, c'est une référence de bonheur qui sera le livre de l'été et de toutes les saisons. Je l'espère, voilà. Je l'espère beaucoup. Et vous continuez ainsi, surtout, le plus longtemps possible. Ah je l'espère, oui, j'ai l'intention. Et vous savez, c'est La Fontaine qui se promène dans les jardins de Versailles. Il voit les jardiniers qui plantent des arbres et il dit que ceux qu'ils ont plantés vivent 1000 ans et plus. Alors moi, je n'ai pas l'intention de vivre 1000 ans et plus, mais si je pouvais vivre encore une petite centaine d'années, j'en serais très heureux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci, je recommande ce dictionnaire amoureux des arbres chez Plon à celles et ceux qui nous écoutent. Merci Alain Baraton. Merci à vous. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.